Comment j'imagine le monde du travail dans 15 ans? Eh bien, je ne l'imagine pas. Parce que je crois que bien malin celui ou celle qui en serait capable. On a du mal à imaginer ce qui va nous arriver dans 1 mois ou dans 6 mois, et donc dans 15 ans, c'est vraiment très, très utopique. Je crois que l'enjeu, c'est pas d'imaginer le travail dans 15 ans, c'est de l'inventer. Bonjour et bienvenue sur Vision, un monde du travail en mutation. Aujourd'hui, nous allons parler de l'incertitude dans le monde professionnel avec Philippe Silberzan, expert de l'innovation et de la transformation organisationnelle. Bonjour Philippe. Bonjour. Philippe, comment naviguez-vous avec l'incertitude dans votre vie et quel impact a-t-elle eu sur votre parcours professionnel ? Alors, c'est quelque chose que j'ai vécu depuis très longtemps. Moi, j'étais entrepreneur et j'ai été amené à lancer des activités sur des produits que j'avais rarement prévus à l'avance. Donc, il y a un élément d'incertitude qui est effectivement, alors, à la fois dans un domaine technologique, donc avec beaucoup de changements inattendus, et puis des produits auxquels j'ai abouti, mais sans avoir eu initialement l'intention de faire ces produits, de travailler avec des gens que j'ai rencontrés au fil de l'eau. Donc, il n'y avait pas un espèce de grand plan. Il y a eu beaucoup de choses inattendues. Alors, encore une fois, soit des rencontres. Ces rencontres ont mené à des projets. Certains ont réussi, d'autres ont échoué. Donc, j'ai l'impression d'avoir un peu toujours vécu avec l'incertitude. Parfois de façon assez angoissante et puis parfois aussi de façon très intéressante. Alors aujourd'hui, vous avez, je vais dire, plusieurs casquettes. Vous êtes chercheur, vous êtes consultant, vous êtes aussi formateur et conférencier. Est-ce que vous voulez nous en dire un peu plus ? Oui, alors je suis d'abord professeur dans une école qui s'appelle EM Lyon Business School. Donc ça, c'est de l'enseignement, mais c'est aussi de la recherche. Donc sur tous ces sujets, essayer de comprendre voilà, l'impact de l'incertitude, comment les organisations peuvent gérer cet aspect. Et ça inclut effectivement un travail de conférencier, parce que c'est des sujets qui sont très d'actualité pour des entreprises, mais pas que. Ça peut être des ministères, des administrations publiques qui sont confrontées à ces questions, ça peut être des associations, ça peut être des professions. Voilà, donc et puis tout se nourrit en fait. Ce qui est intéressant, c'est que la recherche, elle se nourrit aussi évidemment, alors de théorie bien sûr, mais aussi de rencontres avec des gens qui sont en situation d'incertitude dans leur métier, dans leur même, y compris même vie personnelle, mais ou dans leur responsabilité managériale. Donc voilà, tout ça se nourrit. Alors on parle de l'incertitude, mais qu'est-ce qu'un monde incertain ? Alors voilà, ça c'est le grand sujet. Alors, c'est un mot qu'on entend énormément, donc il est très galvaudé. L'incertitude, je dirais qu'à la base de la base, c'est le fait de ne pas être certain de ce qui va se passer. Voilà, on est vraiment à la base, c'est-à-dire, et ça génère d'ailleurs une inquiétude qui est la peur du lendemain, que ce soit des problèmes de santé, des problèmes pour nos proches, perdre mon travail, ne pas boucler mes fins de mois, etc. Donc on est dans l'incertitude. Est-ce que l'entreprise qui m'emploie va faire faillite parce que je sens qu'il y a des difficultés, etc. Donc l'incertitude, c'est, je dirais, l'absence d'information sur ce qui va se passer. Et de façon importante, ce qu'on a souvent en incertitude, c'est que cette absence d'information, c'est pas que quelqu'un a la réponse et moi je ne l'ai pas, comme on pourrait faire dans une étude de marché par exemple. Je ne sais pas ce que veulent mes clients, mais en allant leur parler, je vais pouvoir savoir. Donc eux le savent et pas moi, il peut y avoir un transfert d'information. L'incertitude, c'est en quelque sorte que personne ne sait. Alors, pour prendre un exemple qu'on a tous vécu, le Covid en mars 2020, c'est l'incertitude, parce qu'il n'existe pas quelqu'un sur Terre qui a la réponse sur ce qui va se passer, ce qu'on peut faire, etc. Il y a une absence d'information, parce que c'est totalement nouveau. Donc on va devoir gérer cet aspect. Vous faites bien la différence entre le risque et l'incertitude. Oui, voilà. Alors, ça en continuité, effectivement, le risque, c'est ce qui va caractériser des événements qui sont répétés. Pour prendre un exemple presque caricatural, le vol de voiture, malheureusement, c'est quelque chose qui survient souvent, donc on a un historique. Et donc, les assureurs sont capables de vous dire, si vous avez par exemple une Renault Clio, l'année dernière, il y a X% de Renault Clio qui ont été volés. Et donc ça donne une probabilité parce qu'on est dans de la répétition. Donc là, on a tout un arsenal théorique. Alors, les statistiques, fondamentalement, donc ce qui permet aux assureurs de savoir que quand vous assurez une voiture, il y a X% de probabilité qu'elle soit volée, donc ça leur permet de donner un tarif, etc., etc. Parce que là, on est dans de la répétition. L'incertitude, ça va caractériser des événements qui sont inédits,
donc nouveau, protéiforme, complexe. Un vol de voiture, jamais un vol n'est le même que l'autre, mais globalement, pour ce qui nous intéresse pour l'assurance, on peut dire qu'ils sont à peu près tous semblables. Voilà. Il y a un événement, etc., qui commence à un moment, qui finit à un moment, etc. L'incertitude, c'est plutôt des phénomènes qui sont protéiformes, qui se développent dans le temps. Encore une fois, si on reprend l'exemple du Covid, c'est le début du Covid. Même aujourd'hui, on n'est pas vraiment capable de l'identifier. Il n'est pas vraiment terminé, donc on est quand même sur déjà une période d'au moins 4 ans. Et puis, il est multidimensionnel. On a vu qu'il y avait évidemment des aspects de santé, mais aussi des aspects sociaux, des aspects politiques, etc., etc. Donc, on est sur de la complexité, donc multiforme, protéiforme, qui évolue dans le temps. On ne connaît pas vraiment le début, pas vraiment la fin, etc. Voilà, donc c'est vraiment ça qui va différencier par rapport aux risques qui concernent des éléments plus circonscrits, bien définis, répétés à l'identique, où on va pouvoir mobiliser la statistique. Le sous-titre de votre site, c'est « Survivre et prospérer dans un monde incertain ». Alors la question que je me suis posée, c'est pourquoi survivre et pas vivre ? Oui, alors... La raison, en fait, c'est que, et on vient un peu de l'évoquer, c'est que l'incertitude, elle a par défaut un côté anxiogène. Quand vous demandez à la plupart des gens, si vous leur demandez ce qu'évoque l'incertitude, ils vont vous dire, effectivement, la peur du lendemain, de perdre mon emploi, de perdre un proche, problème de santé, etc. Donc, il y a cette espèce de connotation très largement anxiogène de l'incertitude. Donc, quand on parle un peu de stratégie face à l'incertitude, il y a ce côté quand même de protection. Je dois me protéger, et historiquement, c'est ce qu'a fait l'humanité, c'est se protéger contre les aléas. Alors ça pouvait être du temps, des récoltes, etc., etc. Donc voilà, c'est un peu ce qui motive ce côté. Il faut d'abord survivre, et puis après se dire aussi que personne n'aimerait vivre en certitude, puisqu'on n'est pas des fourmis, et que donc il y a une deuxième dimension qui émerge à ce moment-là, qui est de dire oui, mais on peut aussi en tirer parti de cette incertitude, parce que si tout était écrit, effectivement, voilà, la fourmi à sa naissance, si je puis dire, elle sait ce qu'elle va, elle en a même pas vraiment conscience, elle va faire la même chose pendant sa durée de vie, et puis après elle sera remplacée par une autre. Nous, on n'est pas comme ça, et donc il y a cet aspect de non pas juste survivre, mais tirer parti, et au final, effectivement, et là je vous rejoins totalement, c'est effectivement la vie. La vie, elle est incertaine, avec ses aspects anxiogènes, ses aspects négatifs, mais aussi le fait que la vie, elle est aussi une ouverture, puisque le monde n'est pas déterminé, donc il y a cette ouverture-là. Donc là, c'est le côté prospérer. Vous utilisez le mot surprise, d'ailleurs, que j'aime bien. L'incertitude qui apporte des surprises, alors qui peuvent être effectivement négatives ou positives. Par définition, voilà, absolument. Le monde n'étant pas déterminé, alors on peut souscrire à une philosophie déterministe, mais si ce n'est pas le cas, en tout cas ça n'est pas mon cas, si le monde n'est pas déterminé, eh bien il est à écrire. Et il sera écrit en partie par nous, par nos actions. Et il y a une assez large part, évidemment, de ce qui se passera dans une heure, dans une semaine, dans un mois, que nous ne pouvons pas contrôler en tant qu'individu, ou même en tant que collectif, si on est une entreprise, une association, ou même un gouvernement. Donc, il y a des éléments que l'on contrôle, et il y a beaucoup d'éléments que l'on ne contrôle pas. Donc, inévitablement, la nature incertaine du monde fait qu'il va y avoir des surprises. Voilà. Et donc, ces surprises, encore une fois, on l'a vu avec le Covid, on l'a vu avec l'invasion de l'Ukraine, on l'a vu avec le retour de l'inflation, et puis les évolutions politiques, etc. Donc, dans pratiquement tous les domaines, il y a une petite part que l'on contrôle, ou qu'on pense contrôler, et puis il y a une part de l'incontrôlable, qui est la nature, le produit même de cette incertitude, qui est la surprise, l'événement qui va nous prendre par surprise. Et effectivement, en positif ou en négatif, il y a aussi des bonnes surprises. Et l'idée, c'est de dire, voilà, comment on va pouvoir en tirer parti de ces surprises. Parce qu'elles arrivent, on n'y peut rien. Moi, personnellement, l'Ukraine, j'y peux rien. Je peux en penser ce que j'en veux, mais j'y peux rien. Mais ça va offrir des choses, alors sans aucun cynisme, mais ça ouvre des choses où, encore une fois, le Covid, on a vu à quel point le Covid a été, alors avec beaucoup d'aspects très dramatiques et catastrophiques, mais aussi de réinventer le monde du travail, par exemple. Vous voyez ? Donc, comment on a pu en tirer parti pour se dire, tiens, il y a des façons différentes aujourd'hui de travailler. J'aime bien ce terme parce que je trouve qu'il n'est pas trop employé dans le monde professionnel, justement, et qui ramène un peu une autre connotation. Je ne saurais pas dire laquelle, mais voilà, qui nous sort un peu, qui nous fait prendre un peu de la hauteur. On veut tout planifier, qui est nécessaire. Si vous fabriquez un avion, il faut planifier. Si vous voulez sortir un shampoing, il faut planifier, évidemment. Mais il faut toujours garder en tête qu'il y aura toujours des éléments de surprise, souvent insignifiants.
Vous planifiez un avion et puis un petit retard sur la chaîne, etc. Donc ça fait partie du quotidien, je dirais. Oui. Mais parfois, ces surprises sont plus importantes. Et encore une fois, Covid, voilà, énorme surprise avec un impact massif. Donc on doit aussi savoir que ce monde génère des surprises et je crois que ça n'est pas fini. Et pourquoi on en parle plus aujourd'hui? Parce qu'on a un peu l'impression que brusquement l'incertitude ressort. Alors ça, c'est un vrai sujet presque philosophique. C'est une question qu'on me pose très souvent. C'est est-ce qu'il y a plus d'incertitude aujourd'hui qu'avant? Oui. Sans préciser le avant. Donc il y a un petit peu deux réponses. La première réponse, c'est dire que non, l'incertitude, ça n'a rien de nouveau. Je cite toujours cet économiste américain Kenneth Galbraith et qui a écrit quand même un livre qui s'appelait L'âge de l'incertitude en 1977. Et ça commence un peu à dater. Parce que si vous regardez, les années 70, c'était des années de très forte incertitude. Il y avait mai 68, la guerre du Vietnam, l'inflation, le choc pétrolier, les révolutions, le Moyen-Orient, et puis j'en passe. Alors après, il y a eu l'après-guerre, mais l'après-guerre était d'une extrême incertitude. Interrogeons nos parents ou nos grands-parents, ils vous diront que au sortir de la guerre, l'incertitude, elle était extrême. Et puis après, il y a eu la guerre froide, et puis la guerre de Corée, etc., etc. Donc voilà, l'incertitude, elle est avec nous depuis très longtemps. Après, effectivement, c'est peut-être le sens de votre question, c'est dans quelle mesure est-ce qu'on en a peut-être plus conscience? Moi, je pense que c'est bien qu'on en ait plus conscience, parce qu'on se donne à ce moment-là les moyens de comprendre que elle fait partie de notre quotidien, c'est comme ça, en bien ou en mal. Mais au moins, si on en a conscience, peut-être que ça va être un peu moins anxiogène, si on se dit que, après tout, nos ancêtres ont eux aussi vécu avec l'incertitude, et ma foi, c'est comme ça. Et on se donne une chance de se dire, voilà, quelle est notre posture là? Notre posture, c'est de dire, voilà, il y a des choses regrettables, il y a des choses qu'on n'aimerait pas voir, mais il y a aussi l'incertitude, c'est la rencontre fortuite que vous faites avec quelqu'un. Vous dites « Ah, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, etc. » Ou vous voyez, vous rencontrez votre deuxième moitié comme ça, etc. Voilà, l'incertitude, c'est aussi ça. C'est aussi les événements inattendus de la vie qui font que ce n'est pas ce qu'on avait prévu, mais c'est peut-être pas plus mal. Oui, et qui sont assez magiques d'ailleurs. C'est la magie. Voilà. C'est justement le fait que un jour, il y a un truc qui s'ouvre qu'on n'avait absolument pas anticipé. Alors, ça peut être une opportunité business, mais ça peut être des choses de perso. Donc, des rencontres qui changent notre vie. Et ça, c'est l'aspect positif de l'incertitude. Si tout était planifié, on planifierait notre vie, je ne sais pas, à 18 ans, et après, on ne serait plus qu'une fourmi qui ferait ce qu'elle a prévu de faire pour le restant de ses jours. Ça serait un peu triste. Alors, forcément, comme on en parle plus, on en parle aussi beaucoup plus en entreprise. Alors, qu'est-ce qu'une culture de l'incertitude et qu'est-ce qu'elle implique justement dans les organisations? Alors ça, c'est très important parce que si l'incertitude, elle fait partie de ce quotidien, on s'aperçoit que le management, donc la formation des managers, prend très peu en compte cette dimension. C'est assez étonnant parce que vous avez là une espèce de réalité qui est ignorée par la quasi-totalité des outils du management. Les outils du management aujourd'hui, dans leur très très grande majorité, comme théorie sous-jacente, ont plutôt le risque, c'est-à-dire la prédiction, la notion de business plan, par exemple, c'est de dire on va prendre l'historique d'un marché et puis à partir de cet historique, on va faire de la prédiction, etc., etc. Donc l'idée de la culture de l'incertitude, c'est d'abord de dire que nos managers doivent avoir conscience de la nature de notre environnement, donc incertitude, et que cette nature rend ces outils, alors non pas inutiles, mais c'est comme un marteau, il a une utilité pour enfoncer des clous et une inutilité pour repeindre ma chambre. Donc, comprendre la limite de la plupart des outils qu'on enseigne pour ce qui est de l'incertitude, c'est important. Comprendre qu'il y a des situations qui sont de l'ordre de l'incertitude et pas du risque. On a dans des entreprises des risk managers, on n'a pas d'uncertainty manager. Je ne comprends pas pourquoi. Donc c'est ça que j'entends par culture, c'est-à-dire avant même d'aller vers des outils, et puis ce fond de naïveté sur le fait qu'un outil va résoudre la question, en incertitude, ce n'est pas tellement des outils, parce que l'incertitude, elle est le domaine du jugement, de l'appréciation circonstancielle des événements, etc. Donc, tant qu'on n'a pas effectivement, et c'est ça la culture, c'est compris la nature de l'environnement, et qu'il appelle une posture différente, l'incertitude, c'est beaucoup plus une posture de créativité. Puisqu'on est dans l'inédit, des choses qu'on n'a jamais vécues,
ben, on ne peut pas faire comme avant, on ne peut pas faire comme les autres. Il faut inventer notre façon à nous de gérer nos marchés, etc., etc. Donc c'est vraiment voilà, c'est pour ça qu'il y a ce mot culture. C'est derrière une posture, des modèles mentaux différents, des approches différentes, et qui sont à construire, parce qu'on ne peut pas juste copier ce que font nos voisins, qui sont tout autant dans l'incertitude que nous. Donc il y a aussi une question d'agilité, que n'ont pas forcément toutes les entreprises à l'heure actuelle. Voilà, il y a l'idée qu'on ne peut pas figer les choses pour les 5 prochaines années. On voudrait tous, souvent, encore une fois, dans le management, il y a cette idée qu'on va se poser, on va faire un plan, et ça va dire ce qu'on va faire dans les 5 prochaines années. Ça ne se passe plus comme ça. Ça ne veut pas dire, bien sûr, qu'il ne faut pas avoir une idée de ce qu'on veut faire. Encore une fois, quand on fait un avion ou quand on veut lancer un shampoing, on ne peut pas être dans l'immédiat. Oui. Évidemment, il faut concevoir le produit, préparer son lancement, préparer la chaîne de fabrication, se mettre d'accord avec les distributeurs, bien sûr. Mais voilà, l'agilité, alors qui est aussi un mot très galvaudé, hein, mais oui. Au sens de on ne peut pas tout écrire minute par minute avec un plan très détaillé sur les 5 prochaines années. Je crois qu'aujourd'hui, les entreprises en sont beaucoup plus conscientes qu'avant, mais il reste encore cette idée que moi je le vois beaucoup, plus c'est incertain, plus on essaye de planifier, ce qui est au bout d'un moment, ce qui est absurde en fait, hein, parce qu'on veut se rassurer. Non, en fait, on ne peut pas. Donc, retour sur cette notion de culture d'incertitude et effectivement, quelque part d'agilité, de dire, attention, il faut qu'on accepte que tout n'est pas planifiable. Et l'agilité, elle est en lien également avec les processus. Je sais que vous en parlez beaucoup, de justement avoir un minimum de processus qui est obligatoire, mais qui ne fiche pas trop non plus. Voilà, c'est la grande tension. Oui. Les processus, c'est quelque chose qui est souvent mal compris. Aucune entreprise ne peut exister sans processus. Même un solopreneur, quelqu'un qui est seul, quelque part a un processus. Si vous êtes designer graphique, vous avez des processus. C'est-à-dire que vous avez une habitude qui est que quand un client vous contacte, vous allez appliquer, et heureusement, vous ne réinventez pas votre métier chaque fois que vous avez un nouveau client. Un processus, à la base, c'est quoi? Un processus, si je prends un exemple totalement trivial, vous décidez d'ouvrir une pizzeria. Dans mon cas, je ne sais pas faire des pizzas. La première pizza va être très très difficile à faire. Je vais mettre des heures, ça va être raté, etc. Puis, au bout de la 100e pizza, j'aurais mis au point ma façon de faire des pizzas. C'est ça un processus. Un processus, c'est une connaissance formalisée. Et derrière, cette connaissance, elle me permet, pour ce qui est là, si je continue mon exemple, de faire mes pizzas ou de faire mes designs, c'est d'éliminer l'incertitude autant que possible, jamais totalement. Voilà, moi quand je fais une pizza, on va la faire comme ça. Je fais ça, ensuite je fais ça, ensuite je fais ça, ensuite je fais ça. Donc il n'y a plus matière à discussion, il n'y a plus vraiment d'inventivité. Ma recette, oui, elle est figée. Voilà. Et c'est ce qui va derrière me permettre de travailler avec d'autres. Si je recrute quelqu'un, je dis tiens, voilà, la pizza, voilà comment on les fait, etc. Et au lieu de passer des semaines et des semaines à me mettre à la pizza, la personne que j'aurais recrutée, en quelques minutes, dit ah ok, ici on fait les pizzas comme ça, donc clac, 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 j'applique, etc. C'est le principe de la recette de cuisine. Donc le processus, c'est le moyen par lequel l'organisation fige un certain nombre de connaissances pour évacuer l'incertitude. D'accord. Et donc, c'est ce qui va permettre son efficacité. Donc, le processus est extrêmement important, y compris en incertitude, parce qu'on va avoir dans l'organisation des poches, si possible, très importantes, des zones dont on aura évacué l'incertitude. Il restera toujours de l'incertitude ailleurs, heureusement, mais là, on aura défini des zones dans lesquelles il n'y a plus d'incertitude. Oui. Ou presque plus, il y en a toujours un petit peu. Voilà, donc c'est ça l'importance du processus. Et on voit le lien entre le processus et l'incertitude. Le processus, ce n'est pas quelque chose de très mécanique, mais le processus, il traduit en fait la connaissance qu'on a développée dans une situation d'incertitude. Et vous dites d'ailleurs qu'il est très lié à la culture de l'entreprise et qu'il doit l'être. Absolument, il doit l'être. Hein. Encore une fois, même si je continue à filer ma métaphore, je suis très mauvais cuisinier, je ne devrais pas, mais même si vous prenez une recette de cuisine sur Internet, on ne l'applique jamais telle quelle, en fait. Hein, ils vous disent qu'il faut mettre tant de sel, mais à un moment, vous allez dire, non, mais je trouve que c'est un peu trop, moi, je vais en mettre un peu moins, et puis je vais rajouter aussi ce truc-là qui n'est pas dans la recette, etc. Le processus, il n'est jamais plaqué. Vous savez, on a ce qu'on appelle les bonnes pratiques. Oui. On ne copie jamais ce que fait même quelqu'un qui fait le même métier que nous, la pizzeria d'à côté. On ne va jamais plaquer le même processus. Il y a toujours une part d'identité, c'est-à-dire voilà comment nous,
on fabrique des pizzas, voilà comment nous on fait des voitures, voilà comment nous on fait le design graphique, etc., etc. Donc la bonne pratique là pour le coup, c'est de faire en sorte que le processus soit une traduction de qui nous sommes nous et de la façon dont on voit le problème. Oui. Voilà, donc c'est pas générique une recette de cuisine, c'est pas un truc qu'on plaque, c'est pas la batterie d'une voiture qu'on change et on en met une autre. C'est vraiment, alors on s'inspire des autres évidemment, mais c'est vraiment dire voilà comment nous on voit la résolution de ce problème. Et donc le processus normalement, il est toujours une expression de l'identité de l'organisation, de sa singularité, ce qui la rend différente des autres. C'est l'essence de la stratégie, c'est s'inspirer des autres bien sûr, mais construire notre propre recette. Pas être à l'identique. Le mimétisme est jamais une bonne idée en fait. On peut survivre, mais c'est limité. Et le processus d'ailleurs aussi peut limiter la créativité, comme on a dit, peut limiter l'agilité. Donc c'est là où tout est l'équilibre. Vous avez parlé de créativité, donc effectivement l'incertitude amène aussi une certaine créativité et donc des innovations qu'on a eues pendant le Covid, si on reprend cet exemple-là. Voilà, donc l'organisation, mais c'est vrai pour les individus, hein, il y a toujours cette tension entre, si on est tout le temps en mode créatif, on s'épuise. Oui. Hein, dans votre métier, vous ne pouvez pas... toujours, tous les matins, réinventer, un peu comme le poisson rouge, vous savez, qui oublie et qui réinvente tout. Donc, ça serait épuisant. Inversement, on ne peut pas non plus tout codifier. Oui. Même des entreprises qui fabriquent des produits très, très simples, alors, il y a un degré de codification très fort, et heureusement, c'est la clé de l'efficacité. Donc, on a besoin des deux. Hein. On a besoin, d'une part, d'efficacité, donc de processus et d'automatisme. Quand vous préparez un café, vous ne faites pas 4 heures de préparation créative sur... Alors, je sais qu'il y en a qui le font, mais normalement, vous préparez un café, c'est quelque chose de très automatique, et heureusement, parce que c'est la clé de l'efficacité. Oui. Donc, il y a beaucoup de choses dans notre journée qu'on fait qui sont quasi automatiques, sans quoi on mourrait. Oui. Mais si on ne fait que ça, on mourrait aussi. Hein. Donc, voilà, vous l'avez dit, il y a une tension à trouver dans notre métier, mais même aussi dans notre vie, mais aussi dans l'organisation, entre des choses qu'il faut automatiser, qu'il faut codifier, ça c'est le rôle des processus, mais on va le faire de façon... en fait, ces processus sont le produit de notre créativité. La créativité ne s'applique pas que sur nos produits, elle s'applique aussi sur nos façons de faire, elle s'applique aussi sur la façon dont on s'organise, la façon dont on forme nos collaborateurs, la façon dont ils travaillent. Hein, la créativité, elle s'applique à ça. Donc, c'est une espèce de va-et-vient permanent et de tension entre de la créativité qui va mettre au point des processus intelligents, qui va les faire vivre. Oui. Un processus, il y a 20 ans, ce n'est pas le même qu'aujourd'hui, même dans la même entreprise. Voilà. Donc, voilà, il y a cette circularité entre la créativité, la codification. Si on n'est que dans un mode, il n'y a pas d'échappatoire. Oui. Mais si on est dans une bonne tension, une grande part d'automatisation et de processus, mais pas que, et une part de créativité, et les deux qui s'alimentent, c'est un petit peu la recette qui permet à une organisation non pas juste de survivre, mais de prospérer en incertitude. On tire parti un peu des deux éléments. Alors comment gère-t-on une équipe dans un mode incertain? Parce que les managers sont déjà un peu tiraillés et en ce moment on a beaucoup de changements, en plus on a l'incertitude. Alors... Oui, alors c'est vraiment très difficile. Et c'est très difficile parce que, et ça rejoint un peu ce qu'on évoquait sur la culture de l'incertitude, c'est que on est dans un modèle, et moi je l'ai vu plusieurs fois, un modèle dans lequel le manager, le leader, c'est celui ou celle qui sait où on va. Et qui va protéger, moi je l'ai entendu de nombreuses fois, hein, moi mon job c'est de montrer la voie et de protéger mes équipes de l'incertitude. Ouais. Sauf que ça c'est humainement pas possible. C'est humainement pas possible parce que dans un monde incertain, dire voilà où on sera dans 5 ans, c'est plus possible. On peut le croire, mais nos équipes le croient pas. Parce que... Autre élément qui a énormément changé depuis, on va dire, une vingtaine ou une trentaine d'années, c'est que les équipes sont composées de gens qui sont éduqués, qui sont intelligents, qui sont informés, qui savent très très bien, et pour l'avoir vécu pendant le Covid et après, qu'on navigue parfois à vue, que des objectifs qu'on s'est fixés volent en éclats quasiment du jour au lendemain, donc on ne peut pas leur faire, si vous voulez. Donc, ils savent très bien qu'un manager qui dit « voilà, moi, la route, elle est très claire, on sera là dans 5 ans », c'est très risqué. Donc, ils le savent.
Donc l'enjeu est plus tellement, comme en plus ce sont des adultes, de dire voilà, oh mon équipe, ils ont très peur, il faut que je les protège. Soyons sérieux, les gens, ils sont adultes, hein, ils sont là. Donc c'est plutôt de dire peut-être, de changer de posture, dire voilà, bon, comme moi, vous savez que l'incertitude fait qu'on ne sait pas forcément où on sera dans 5 ans, on ne va pas se cacher les choses, virgule, mais ça n'empêche pas d'être tétanisé, enfin justement, ça ne conduit pas à être tétanisé. On peut accepter cette incertitude, le fait qu'on ne sait pas forcément où on sera dans 5 ans, pour autant, on ne va pas être tétanisé, on va avancer parce que c'est comme ça que les entrepreneurs font. Donc oui, l'incertitude nous empêche d'être clair sur ce qu'on veut à 5 ans, mais on peut quand même avancer, on peut quand même faire des choses et créer des produits, lancer des activités et se développer, etc. Vous voyez, donc on revient sur cette culture de l'incertitude que le manager doit faire partager et dire, voilà, la réalité c'est ça. La réalité c'est qu'on n'est pas ou plus dans un monde où on peut clairement dire où on sera dans 5 ans. Mais ça n'empêche pas d'être dans 5 ans dans un endroit qui sera vachement bien. On ne sait pas forcément lequel. On a des idées, on a des principes. Si on est une entreprise de cosmétiques, on sait par exemple qu'il faut développer des choses, je vais dire n'importe quoi, plus durables ou plus éthiques, etc. On a quelques grands principes qui vont nous guider. Oui. On ne sait pas forcément où on va arriver, mais on a des principes, on a des ancrages, voilà, qui nous permettent d'avancer. Vous voyez, donc objectifs. Voilà, alors ces objectifs... Je parle plutôt d'ancrage. Oui. On sait en ce moment, par exemple, que le développement durable est extrêmement important dans la façon dont on va concevoir nos produits, dont on va pouvoir les recycler, etc. Qu'est-ce que ça va donner dans 5 ans ? On ne sait pas exactement parce qu'on va commettre des erreurs. On sait par exemple que les gobelets en papier sont très mal recyclables. Vous voyez, moi, par exemple, je pensais que les gobelets en plastique, c'était pas bien, les gobelets en carton, c'était bien, et en fait, les gobelets en papier contiennent des produits chimiques. Bon, il y aura des erreurs, on va se fixer un objectif, on ne pourra pas l'atteindre parce qu'on aura de l'information qu'on n'avait pas avant, etc. Ça, c'est l'incertitude, c'est OK. Mais l'objectif du développement durable, si je continue sur cet exemple-là, c'est un principe d'action qui va nous guider dans des initiatives qu'on va prendre dans la façon dont on conçoit nos produits, dans nos chaînes de fabrication, dans la mise en place de recyclage, etc. Donc l'objectif, il n'est pas forcément très clair. Il va changer parce que l'info va changer, on saura des choses, etc. Mais nos principes d'action seront bien ancrés et nous permettent d'avancer. Vous voyez, je pense que la posture managériale, ça peut être ça. L'incertitude n'empêche pas d'avancer de manière très active. Et se dire aussi que les collaborateurs peuvent l'entendre. C'est la clé. C'est la clé. Je pense que le rôle du leader aujourd'hui, c'est d'abord de prendre conscience que ses collaborateurs, je pense, ont conscience de ça, de toute façon. À moins qu'ils aient vécu sur Mars, ils savent qu'on est dans un monde de surprises. Ils ont tous vécu le Covid, l'inflation, l'Ukraine, les ruptures de chaînes logistiques, etc. Donc l'enjeu, c'est de prendre conscience qu'ils le savent, et de se dire, voilà, je sais bien que vous le savez, donc arrêtons-nous de nous raconter des histoires, et puis de se dire, effectivement, de prendre acte que ça n'empêche pas de faire des choses intéressantes, ça n'empêche pas de faire avancer l'organisation, l'équipe, et surtout, ça n'induit pas quelque chose de très anxiogène. Oui. On ne sait pas où on sera dans 5 ans, et c'est pas grave. Parce qu'il ne tient qu'à nous, à ce que, où qu'on soit dans 5 ans, ça soit bien pour l'organisation et pour vous-même en tant que collaborateur. Tout à fait. Ça pose la question aussi de la transparence dans les organisations, puisque parfois les informations ne sont pas communiquées, puis il y aura d'autres raisons bien sûr, mais parce qu'on dit on ne va pas faire peur à nos collaborateurs parce qu'on a une problématique, mais au final, les collaborateurs, en général, sentent qu'il y a quelque chose qui ne va pas et sont encore plus en incertitude que si on leur avait dit. Voilà, absolument. Donc, la transparence, c'est un sujet... Alors, vous l'avez dit, il ne faut pas tout dire. Moi, je travaille dans une organisation, je ne veux absolument pas tout savoir. Parce que d'abord, je serais débordé d'informations. Oui. Et puis, il y a des choses où j'ai rien à dire, je n'ai pas de compétences. Donc, moi, je ne sais pas si le directeur financier de mon institution va m'expliquer qu'il hésite entre emprunter comme ci ou machin... Enfin, ça ne m'apporte rien, ça me pollue. Et puis s'il me dit, oh là là, j'ai une inquiétude, là je vais être inquiet pour quelque chose sur lequel j'ai aucune action possible. Donc bien sûr qu'il ne faut pas tout partager et que la transparence totale serait nocive, inefficace, etc. Mais pour autant, effectivement, l'inverse, qui est un modèle mental très fort de protection, c'est-à-dire, ah, mon Dieu, si on leur dit ça, ils vont avoir peur, ben, là c'est une forme d'infantilisation
qui d'abord est contre-productif parce que les gens sont adultes, et d'autre part, effectivement, génère de l'angoisse, parce que si les gens savent de toute façon qu'il y a quelque chose qui ne va pas, voilà. Donc, c'est un exercice difficile pour le dirigeant Oui. ou la dirigeante, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on dit. Moi, je l'ai vécu en tant que dirigeant d'entreprise. C'est très difficile de savoir ce qu'on partage, ce qu'on ne partage pas. Parce que, voilà, si vous partagez trop, les gens sont hyper stressés alors qu'ils n'ont pas d'action possible. Oui. Si vous ne partagez pas assez, il y a l'information, le vide. Un peu, voilà, il y a des fuites. Ouais. Le vide de l'information appelle les rumeurs, etc. Un exercice très difficile. Oui. Mais effectivement, en incertitude, je dirais que le truc de base, c'est vraiment d'être, alors là, pour le coup, transparent sur le fait que je suis manager et je ne sais pas tout. Oui. Voilà. Et c'est OK, c'est inhumain de penser que je sais exactement où on va. Et même, en tant que manager, je ne sais pas tout de la direction générale, qui elle-même ne sait pas tout des actionnaires, qui eux-mêmes ne savent pas tout de, je ne sais pas moi, des régulations en cours, de ce que va décider l'Europe, etc. Donc, il faut acter qu'on doit agir malgré ce manque d'informations. Oui. On a aussi ces modèles qui sont que le manager, c'est quelqu'un qui a toute l'information et qui agit à partir de ça. C'est pas vrai. La plupart des décisions qu'on doit prendre, on les prend avec une quantité très faible d'informations par rapport à ce qu'on aimerait avoir. Eh bien, il faut agir quand même. C'est ça l'incertitude. Je dois prendre des décisions alors que je n'ai qu'un pouillème de l'info que j'aimerais avoir. J'aimerais savoir ce que pense tel manager dans l'organisation. Bah ouais, mais il n'est pas joignable, là, donc il faut décider. Et puis, j'aimerais savoir ce que... Non, bah oui, non, bah c'est pas possible. On ne le sait pas. Nos clients ne le savent même pas forcément eux-mêmes, etc., etc. Donc, voilà, il faut accepter qu'on prend des décisions avec peu d'informations, avec peu de certitude sur ce qu'on aimerait avoir, et malgré tout, il faut décider. Alors pour vous, qu'est-ce qu'il faudrait changer dans les organisations pour justement plus vivre plutôt que survivre dans un monde incertain ? On l'a un peu évoqué, c'est-à-dire d'abandonner ces croyances qui sont un manager, c'est quelqu'un qui sait tout. Un manager, c'est quelqu'un qui a nécessairement une vision très claire de là où il faut être dans 5 ans, qu'on peut planifier, que plus on a d'informations, meilleure la décision est. Le seul problème, c'est qu'acquérir cette information a un coût, ça prend du temps. Oui. Et donc, à force d'attendre, la décision, elle se fait pour vous, elle se prend sans vous, en fait. Et donc, il y a, encore une fois, une prise de conscience de ce qu'est la nature de l'incertitude qui fait qu'on va être nécessairement dans de l'imperfection. Oui. On ne peut pas être dans la perfection. Et donc, des modèles mentaux qui sont une forme d'idéalisme, on voudrait prendre la meilleure décision possible, oui. Ça n'existe pas. On va prendre la meilleure décision au moment où on doit la prendre, la meilleure décision étant donné les infos qu'on a, la meilleure décision étant donné que là, le client, il a besoin de nous maintenant. Donc oui, si on avait 2 semaines en plus, notre solution serait meilleure. Mais ou pas. Ou pas. Absolument, on n'en est même pas sûr, mais on peut le croire. Vous voyez, c'est un peu, quand vous êtes le SAMU, si la personne est en train de mourir, vous n'allez pas dire, oui, mais si on avait une meilleure machine, ça serait mieux, donc on revient dans 15 jours. Non, vous faites ce que vous pouvez maintenant avec ce que vous avez sous la main, parce que la personne est en danger. La décision, c'est un peu pareil. Vous faites avec ce que vous avez sous la main, les infos que vous avez sous la main, maintenant, parce qu'il y a... Alors, il ne faut pas non plus se précipiter. Là aussi, l'arbitrage, il n'est pas évident. Mais c'est de dire, à un moment donné, on décide avec ce qu'on a sous la main, parce qu'il y a une valeur aussi à décider relativement rapidement, plutôt qu'à attendre. Mais c'est pas facile de décider si on attend un peu. C'est l'art du management. Et à un niveau individuel, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place pour supporter plus cette incertitude ? C'est presque la même chose, en fait. Vous savez, on est dans un monde qui demande, par exemple, je ne sais pas si vous avez des enfants, mais quand ils sont en 4e, on leur demande leur objectif de carrière, leur choix de carrière. C'est terrible. Comment peut-on demander à des gamins qui ont 10-12 ans de se projeter dans 15 ans ? Alors, il y a des gens qui, dès leur plus jeune âge, savent qu'ils veulent devenir médecin ou... Sauf que, moi, quand je vois ce que je voulais être quand j'avais 15 ans, jamais j'aurais imaginé ce que je suis maintenant. Donc là, pour le coup, c'est très anxiogène, sur un plan individuel, d'exiger des gens qu'ils aient un objectif de carrière. Aujourd'hui, quand vous faites un recrutement dans une grande école, vous dites, voilà, comment vous vous voyez dans 10 ans ? Soyons sérieux. Oui. Moi, j'ai parfois des candidats qui me répondent, mais monsieur, je ne sais pas, c'est pour ça que je viens dans votre école.
c'est un moment de bonheur parce qu'on a des gens qui ont accepté l'incertitude, accepté que en venant dans une école, ils vont s'ouvrir des portes dont ils soupçonnaient même pas l'existence. Ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. Ils vont rencontrer des camarades dans un cours qui vont leur dire des trucs qu'ils connaissaient pas. Ils vont faire un stage. Et moi, j'ai des étudiants qui me disent moi, je vais faire un stage là parce que je connais pas du tout, donc je vais voir. Oui. Voilà. Ça, c'est une vraie posture d'incertitude. Alors, après, on a des gens qui... moi, quand j'étais en première, j'avais une camarade de classe qui voulait être avocate. Et aujourd'hui, elle est avocate. Et c'est super. Donc, il faut les deux. Donc, sur un plan personnel, soit on a vraiment un objectif très tôt et voilà, moi, je veux être ça et c'est super. Et il y a plein de gens qui ne sont pas comme ça. Et il y a plein de gens qui ne savent pas ce qu'ils veulent faire dans la vie, qui ne le sauront peut-être jamais d'ailleurs. Et qui auront plutôt une espèce de posture un peu entrepreneuriale, c'est-à-dire de dire, moi par exemple, tous les changements de vie que j'ai eus ont été l'objet de rencontres. Et de rencontres presque par définition inattendues. Voilà. De gens improbables. J'ai des milliers d'anecdotes de choses que j'ai faites parce qu'à un moment j'ai rencontré quelqu'un. Et donc voilà, donc, sur un plan personnel, de vivre cette incertitude. Alors sans nier encore une fois les côtés anxiogènes, bien sûr, évidemment. Quand vous avez du mal à boucler vos fins de mois, on ne va pas philosopher sur « Ah oui, mais rassure-toi, c'est chouette l'incertitude ». Non, c'est pas chouette. Mais ça, mis à part, il y a tout cet aspect de dire c'est une ouverture formidable. Donc n'exigeons pas des gens qu'ils aient des plans définis bien à l'avance, des plans de carrière, etc. Parce que encore plus qu'avant, là c'est un vrai changement aussi, professionnellement, on sait aujourd'hui que peu des jeunes d'aujourd'hui seront dans la même entreprise pour 45 ans de leur vie. Ils le savent. Et ils le savent. Et ils ne le souhaitent pas. Et c'est très bien comme ça. J'avais noté, vous aviez dit dans une interview, l'absence de but, c'est la vie. J'avais beaucoup aimé ça. Oui, parce que la vie, elle est comme ça. Donc, encore une fois, c'est bien d'avoir des buts. Moi, j'en ai jamais vraiment eu, en fait. Donc, il y a des gens qui disent, les buts, ils émergent, en fait. Oui. Le but est aussi un produit de la vie. Donc, le but peut, à un moment donné, nous diriger en disant, voilà, moi, je veux faire telle école, ou je veux rentrer dans telle entreprise, ou je veux... Vous savez, par exemple, moi, j'ai un ami qui a plaqué son job et qui est devenu boulanger. À un moment, il a un but très clair, mais... Ce qui est intéressant, c'est que vous lui aurez demandé il y a 5 ans il vous aurait dit qu'il voulait progresser dans son job de consultant, etc. Donc, et puis à un moment donné, les choses ont changé et il a eu un nouveau but. Vous voyez, donc le but émerge il n'aurait jamais voulu devenir boulanger, peut-être, s'il n'avait pas été consultant pendant 5 ans. Et il a beaucoup aimé sa vie de consultant, et puis à un moment donné, il dit, je veux faire autre chose, etc. Nouveau but. Et voilà. Donc oui, c'est la vie. Il faut accepter que la vie, elle n'est pas écrite avant et que les buts émergent. Et comme vous le disiez, peut-être d'autoriser les deux, parce que jusqu'à maintenant, c'était il faut avoir un but, il faut savoir ce qu'on veut faire quand on sera grand. Exactement. Et justement, accepter qu'il y a des personnes qui savent, c'est très bien, et il y en a qui ne savent pas, et c'est OK aussi. Absolument. Voilà. Moi, je défends vraiment ça. Et surtout, il faut aussi que les gens qui ont un but très clair, pour beaucoup d'entre eux, ils ne le réaliseront jamais. Moi, je voulais être vétérinaire quand j'étais gamin. Je ne suis pas vétérinaire. Donc, il faut aussi accepter que les buts qu'on s'est fixés, vous savez, en disant il faut poursuivre tes rêves. Non, parce que certains de ces buts sont totalement irréalistes. Et on ne les veut pas vraiment. Et puis, on se rend compte que, encore une fois, on se fixe un but quand on a 14 ans. Quand on a 18 ans, on a vécu 4 ans de choses qui ont peut-être complètement changé. Et heureusement, grandir, c'est ça aussi. Et se dire qu'il y a plein de choses nouvelles qui ont émergé et que, voilà, donc c'est vraiment ça qu'il faut faire. C'est OK de ne pas être fixé sur un but sur les 5 prochaines années. Alors pour terminer, qu'est-ce que la prise en compte de l'incertitude peut ou va changer dans le monde professionnel au sens large? Vous diriez quoi? L'incertitude, c'est aussi la reconfiguration de ce que moi j'appelle les modèles mentaux, les modèles. Et elle provient, le monde du travail, on le voit, est en plein bouleversement de modèles sur le rapport au travail, sur l'équilibre vie-travail, et on le voit bien. Donc là, pour le coup, le monde de l'entreprise, le monde du travail est en plein bouleversement. Alors, juste pour prendre un exemple, montrer que c'est pas simple sur le télétravail, alors pourquoi c'est incertain? C'est parce qu'on a à la fois
une volonté très claire de beaucoup de collaborateurs d'avoir du télétravail. En même temps, un sentiment que beaucoup de télétravail nous éloigne du groupe, hein, loin des yeux, loin du cœur. Hein. Or, nous sommes des animaux sociaux. Et donc, être totalement en télétravail nous isole totalement du groupe. Oui. On ne peut pas créer un collectif s'il n'y a pas une présence physique, on le sait. Hein, on a pu avoir cette illusion, mais voilà. Donc, on a besoin de se retrouver physiquement pour être un groupe, pour être une équipe. Donc, l'invention du bon modèle, elle est en cours. Oui. Hein, entre l'illusion technologique qui est on n'aura plus besoin de se voir, on sera tous en Zoom, mais ça, on sait que ça ne marche pas. Le monde d'avant qui était du présentiel pur, ça, on sait que on ne reviendra pas. On est dans un entre-deux dans lequel les préférences individuelles ne sont pas encore établies. Je voudrais être tout le temps en télétravail, mais quand je suis en télétravail, les autres me manquent un peu, puis je suis un peu inquiet, parce que, etc. Mais donc, je ne sais pas vraiment ce que je veux. Et ça caractérise ces situations d'incertitude. C'est comme les nouveaux marchés. Les clients ne sont pas capables d'exprimer vraiment ce qu'ils veulent, parce que c'est tellement nouveau que les préférences sont en cours d'émergence. Donc, c'est un truc qui se construit, et on est dedans en ce moment. Et c'est pour ça que c'est incertain. On n'est pas vraiment certain sur ce qu'on veut. Le manager n'est pas vraiment certain sur ce qu'il veut ou veut pas. Oui, il est pour le télétravail, mais il est un peu inquiet que les gens ne soient pas là, etc. Donc, l'incertitude, c'est ça. Oui. La direction générale est très ambiguë, parce que oui, mais pas sûr, etc. Et c'est normal. Voilà, il y a quelque chose qui se construit. Et le truc, c'est qu'il faut le faire explicitement, en disant, voilà, ça revient sur ce qu'on disait tout à l'heure, c'est, voilà, la façon dont on va travailler, elle est en train de s'inventer. Oui. Il y a encore plein d'incertitudes. Le télétravail ne peut pas être le même pour tous. Quand vous êtes gérant d'un entrepôt, vous n'êtes pas en télétravail. Donc, il y a aussi des questions de justice et d'équité, etc., etc. Et tout ça s'invente. Et comme ça s'invente, ce n'est pas certain. Bien sûr. Et ça va émerger. Et ça émerge également avec l'évolution des modèles mentaux, comme vous dites. Absolument. Tant qu'ils n'ont pas évolué, il y a des choses aussi qui ne peuvent pas émerger. Donc et on ne peut pas les imaginer même. Absolument. Donc, le modèle mental de l'équilibre vie-travail, qui est même inscrit dans le droit, qu'on a vu comme une évidence, en disant il y a la vie sans le travail d'un côté et le travail sans la vie de l'autre. J'ose espérer que la vie est un peu plus compliquée. Quand on va au travail, c'est une part de notre vie. On y va aussi parce qu'on est content de rencontrer des gens, etc. Même des gens qu'on n'apprécie pas font partie je dirais, du plaisir de voir des gens. Vous voyez des collègues, même quelqu'un que vous n'aimez pas trop, mais on est des animaux sociaux. Donc le modèle mental, par exemple, de stricte séparation de vie et de travail, il est très toxique en fait. Oui. Alors, on sait évidemment qu'il faut protéger les gens contre une invasion du travail. Il n'y a pas de débat là-dessus. Oui. Mais l'opposé est dangereux aussi parce que j'ose espérer que quand on va au travail, c'est une part de notre vie. Enfin, je crois que beaucoup de gens sont contents d'aller... ne travaillent pas juste que pour cet argent, mais aussi le plaisir d'avoir des gens, de rencontrer des gens, de construire quelque chose ensemble, de voir le résultat qu'on obtient ensemble, etc. Donc, c'est un collectif, c'est très important. Alors, vous avez écrit plusieurs livres, dont le dernier qui est tout à fait sur notre sujet, Bienvenue en incertitude. Est-ce que vous voulez nous en parler un peu? Est-ce que vous avez d'autres livres qui sont dans notre thématique, qui seraient intéressants pour aller plus loin? Alors oui, ça c'est le dernier que j'ai publié. Donc, alors il s'intitule effectivement « Bienvenue en incertitude », mais ça rejoint ce dont on a parlé, c'est-à-dire de dire, voilà, oui, l'incertitude, il y a plein d'aspects négatifs et anxiogènes et c'est normal, mais voilà, bienvenue parce que ça peut être aussi chouette. Et l'incertitude, c'est chouette quand on réussit à acquérir ce degré un peu de contrôle. On peut être tétanisé par l'incertitude, on peut être preneur de tout ce qui nous arrive, victime de tout ce qui nous arrive, mais on peut aussi se dire je vais acquérir un petit degré de contrôle pour n'être pas qu'une coquille de noix qui est ballottée par les flots. Voilà, donc l'idée c'est de dire il faut acquérir quelques repères, quelques points d'ancrage, et moyennant quoi on peut tirer parti de l'incertitude, à notre mesure, dans une certaine limite bien sûr. Il y a plein de choses qu'on ne contrôle pas, mais on s'aperçoit que qui qu'on soit, où qu'on soit, on a toujours une possibilité de s'ancrer un petit peu pour ne pas subir cette incertitude et au contraire essayer d'en tirer parti. Voilà. Donc ça c'est un peu l'essence du livre et puis de développer effectivement ce que vous avez évoqué, qui est cette culture de l'incertitude, de dire ouais, voilà, il y a plein d'aspects positifs pour peu qu'on ait la bonne approche, la bonne posture. Où peut-on vous retrouver ?
Alors sur les réseaux sociaux, j'ai un blog qui est philippsilberzan.com sur lequel j'écris tous les lundis un article lié de près ou de loin à l'incertitude. J'ai un podcast aussi qu'on retrouve sur les principales plateformes, Apple, Google, Deezer. Et puis sur LinkedIn, où je publie quelque chose tous les matins et avec l'avantage de pouvoir échanger évidemment avec les gens qui mettent des commentaires et ça donne des conversations souvent passionnantes. Puisque c'est aussi, on l'évoquait au tout début, une façon pour moi d'avoir un retour, donc d'améliorer mes connaissances sur des gens qui font une objection, qui disent oui, mais vous ne parlez pas de ça, ou vous oubliez tel aspect. Voilà. Et donc, ça, c'est un peu le miracle des réseaux sociaux, puisqu'on peut s'enrichir comme ça. Totalement. De façon constructive. Nous nous indiquerons vos liens de toute façon. Merci beaucoup. Écrits. Alors, pour terminer, justement, on parle d'incertitude. Cette question tombe très bien, je la fais toujours, mais je vais vous proposer de tirer un nombre de 1 à 9. Eh bien. Là, on est un peu sur le hasard, on est sur l'incertitude. Et par rapport au nombre, vous nous direz ce qui vous inspire en termes de soit d'incertitude, notre sujet, soit du monde du travail, soit même de votre parcours à vous. Oula. Ouvert. 1. 1. Il y a en entrepreneuriat un livre qui est paru qui s'appelle « De 0 à 1 » et qui est censé représenter un peu le paradigme de l'entrepreneuriat, c'est-à-dire au début il n'y a rien, puis un jour il y a une entreprise. Oui. Et moi c'est un modèle que j'ai toujours contesté parce qu'on croit que l'entrepreneuriat part de rien. Et puis, cette espèce un peu comme la génération spontanée. Avant, on pensait que les microbes, ils apparaissaient d'un coup comme ça. Puis Pasteur a dit, non, pas du tout. Et je pense que l'entrepreneuriat, c'est pareil. On part jamais de rien, en fait. On part pas de 0 pour arriver à 1. On part toujours, essentiellement de soi-même. Et ça rejoint ce qu'on évoquait sur l'incertitude, c'est-à-dire de dire qu'est-ce que j'ai sous la main, en fait. Et la quasi-totalité des entreprises, petites, moyennes ou grandes, au début, c'est quelqu'un qui a quelque chose sous la main. Alors, c'est sa personnalité, ses connaissances, etc. Il dit, qu'est-ce que je peux faire avec ça ? Voilà. Moi, je sais faire des pizzas, ce qui n'est pas le cas, mais c'est un exemple. Moi, je sais faire des pizzas, qu'est-ce que je peux faire ? Évidemment, je peux ouvrir une pizzeria, mais je peux aussi faire des cours de pizza, je peux créer une chaîne YouTube, faire un podcast, etc. Donc, voilà, on ne part jamais de 0. Donc, ça serait plutôt de 0,5 à 1 et puis de 1 à 1000. Donc, ça, c'est plutôt le passage à l'échelle. Mais on ne part jamais de 0. Pareil pour les études qu'on évoquait. Qu'est-ce que je peux faire dans la vie ? Qu'est-ce que tu aimes faire ? Qu'est-ce qui te passionne ? Ou au contraire, qu'est-ce que tu ne veux pas faire ? Moi, je ne suis pas bon en maths. Ok, très bien. Voilà. Donc, on ne part jamais de 0. On part de quelque chose et on arrive à 1 puis à 1000 après. Une dernière phrase pour conclure sur l'incertitude ? L'incertitude nous rend libres. Très bon. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour une nouvelle émission de Vision, un monde du travail en mutation.